Merci, M. le Président. Merci beaucoup d'être là. Merci de vos témoignages. On comprend qu'on est dans un sujet qui touche l'humain dans ce qu'il y a de plus tangible, de plus émotif aussi, puisqu'il s'agit de notre identité individuelle et du rapport que cette identité a avec le reste de la société. Et on le sait, c'est une chose de dire qui l'on est et c'est une chose de se l'entendre dire par les autres. C'est un processus qui doit être fait. Et la société québécoise est donc, à travers ce règlement, à travers l'article du Code civil qui a été modifié l'an dernier, est dans ce processus de reconnaissance mutuelle d'identité changeante. Sur les questions relatives au règlement lui-même, on vous a bien entendu. Vos demandes sont convergentes avec ce qu'on a entendu depuis hier. Mais dans cette brochure très, très bien faite, très intéressante, je vous félicite, il y a des éléments sur lesquels j'aimerais revenir parce qu'ils ont aussi un impact sur des choses qui relèvent du gouvernement québécois et de l'Assemblée nationale sur le traitement des personnes trans dans des établissements qui sont séparés par le genre. Et vous dites, en page 57, les personnes trans sont d'abord surreprésentées au sein de la population carcérale, deviennent souvent les victimes de transphobie, c'est-à-dire de discrimination aux trans, accompagnées de violences et de discrimination de la part des autres prisonniers et du personnel. Vous dites que dans les centres d'hébergement, en règle générale, l'accès aux centres d'hébergement se fait au cas par cas. Ça signifie que de nombreuses personnes trans sont refusées. Quelques centres d'accueil ont des règles officieuses qui établissent un certain quota de personnes trans par nuit. D'autres les logent dans des chambres privées plutôt que dans des dortoirs. Certaines personnes trans apprécient cette intimité, plusieurs autres peuvent le vivre comme de l'isolement. Alors, prenons la question des centres d'hébergement, de désintoxication et de réinsertion. C'est un phénomène qui est relativement nouveau, mais pas complètement nouveau. Est-ce que vous sentez une évolution positive ou négative de la façon dont les personnes trans sont accueillies dans ces établissements? Oui, ça a beaucoup changé depuis 5 ans. On fait beaucoup de travail à propos de ces situations-là. Aussi, notre relation avec Pavillon Patricia McKenzie, ça fait, je pense, 5 ans qu'on travaille là-dessus. Ces guides-là, ce sont les fruits de nos efforts. On l'utilise beaucoup. On fait des formations auprès des personnes qui font des études médicales. En tout cas, les études qui devraient avoir un segment de la santé trans de toute façon, de mon opinion. Mais oui, je pense que nous, on travaille beaucoup là-dessus. Puis les idées, puis les façons que les personnes trans sont accueillies dans ces logements urgences sont changées, je dirais, oui. Mais je ne peux pas stresser trop, beaucoup de travail là-dessus, de ma part, oui. Je pense que ce qu'on observe, c'est dans le passé, il fallait frapper sur la porte juste pour commencer une conversation, alors que maintenant, on reçoit des requêtes de venir parler à différentes institutions. Donc, et puis, parfois même, ça peut être un centre d'hébergement qui dit, en ce moment, on ne se sent pas habilité à recevoir des femmes trans, mais on veut commencer une réflexion. Est-ce que vous pouvez commencer cette réflexion avec nous? Donc, il y a encore de l'éducation nécessaire, mais il y a une bien plus grande ouverture à faire ce processus d'apprentissage. On va entendre cet après-midi un groupe PDF Québec qui est très critique du règlement et même, en fait, de la modification au Code civil en disant, bien, écoutez, en particulier pour les hommes trans, qui donc deviennent des femmes et qui sont inclus dans des endroits qui sont genrés et réservés aux femmes, on considère que ça pose un problème. Est-ce que vous voyez ça en particulier dans l'insertion d'hommes devenus femmes qui veulent être dans des centres de traitement, des centres de réfugiés ou même des centres de femmes violentées? Je pense que... Oui, je peux répondre. Moi, justement, comme je l'ai dit plus tôt, quand je suis arrivé ici, j'ai subi une situation d'être sans-abri. Puis, grâce à l'aide d'Aztec, j'ai passé 5 jours à l'Exode, qui est un endroit il y a une section pour femmes, une section pour hommes, mais on m'a accepté dans la section pour femmes. Ensuite, j'ai pu aller enfin au pavillon Patricia McKenzie, où on m'a accepté la première nuit dans la salle à manger, comme tous les accueils de nuit.
Ensuite, j'ai rencontré une intervenante qui a fait mon évaluation, puis qui m'a accepté dans le programme. Donc, ça démontre quand même une certaine évolution dans la perception des trans dans les maisons d'hébergement. Du côté des hommes, je peux pas dire c'est le contraire. Je sais pas comment ça fonctionne parce que moi, quand je suis arrivé ici, j'ai passé 5 jours à la Maison du Père. Quand je suis arrivé à Montréal, j'avais pas un sou en poche. Puis on m'a mis à part, m'a posé des questions, on m'a dit tu qu'on te traite d'une certaine façon. Après mon évaluation, parce que j'ai dit, je suis une personne trans qui est venue à Montréal pour changer de sexe. Puis là, il a dit, oh, tu qu'on te traite d'une façon différente? J'ai dit, non, je veux juste être traité comme un être humain, puis comme n'importe quelle personne qui est acceptée ici. J'ai passé 5 jours là, j'ai pas eu de problème non plus de ce côté-là. Pour ce qui est de l'évolution d'acceptation de trans hommes qui veulent devenir des hommes, ça, je sais pas comment ça fonctionne dans les centres d'hébergement pour hommes. Mais je sais que les centres d'hébergement pour femmes, il y avait même un deuxième qui aurait été prêt à m'accepter, mais il était plein. Donc, il y a quand même une certaine évolution. C'est très bien. Plus que le monde en parle, mais plus que les inconnus s'effacent, donc plus ça évolue, puis plus ça avance. Est-ce que je voudrais juste souligner que on parle de Patricia McKenzie parce que c'est une de nos histoires à succès, mais puisque, comme les médecins, souvent les centres d'hébergement sont pleins, le fait qu'on ait juste une ressource ou qu'il y a une ouverture, on a souvent eu des situations où quelqu'un arrivait puis il n'y avait aucun endroit où cette personne pouvait rester. Et puis, on sait aussi que chaque fois qu'on envoie quelqu'un à Patricia McKenzie, on essaie de mieux préparer le terrain possiblement parce qu'on sait que c'est la seule option. Alors qu'il y a beaucoup d'autres centres qui vont dire non, on accepte seulement si elle a les cartes d'identité, si elle a eu la chirurgie. Donc, c'est un gros travail, puis c'est une des situations les plus stressantes pour nous à Aztec quand il y a quelqu'un qui arrive qui dit j'ai aucun endroit où dormir ce soir. Parce que ça brise le cœur de dire je suis pas sûre si tu vas dormir dans la rue ce soir. En tant que personne, une femme trans visible qui est beaucoup plus à risque de vivre des violences dans la rue. La dernière minute d'échange. OK. Sur les centres de détention, vous indiquez que dans les centres québécois comme fédéraux, jusqu'en novembre 2010, il était possible de continuer un processus de chirurgie de réassignation sexuelle, mais que dans les centres fédéraux, depuis novembre 2010, c'est interdit. Pourquoi? Je vais passer à... Bien, je pense que c'est une question bureaucratique et une question de couverture des soins offerts. Les personnes qui se ramassent dans des centres de détention devraient, dans certains cas, avoir accès à continuer la transition si elle a déjà été entamée. Par contre, ce n'est pas tous les médecins traitants dans les institutions correctionnelles qui ont la capacité de pouvoir de faire le suivi de ces personnes-là. Et donc, souvent, les gens n'ont plus accès à leurs hormones, ne peuvent pas continuer à prendre leurs hormones ou y accéder une fois qu'elles sont en détention. Donc, je pense que la question, c'est qu'il n'y a pas de professionnels comme à l'extérieur, à l'intérieur des institutions correctionnelles qui sont en mesure de faire le suivi nécessaire. Je pense à une personne qui était en détention dans une région éloignée et c'est une professionnelle de Montréal qui, bénévolement, une psychologue, est allée jusqu'à cet endroit-là qui était à comme 12 heures de route pour aller rencontrer la personne et lui permettre de commencer ses traitements hormonaux. Donc, je pense que le manque de professionnels sensibilisés est flagrant partout au Québec.